toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live IMT pour l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assar et je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et je pilote avec plusieurs étudiants. Donc, c'est un projet dans le cadre d'un projet inter-école. C'est live IMT pour l'industrie du futur pour nous intéresser en fait à des sujets multiples, mais tous en lien avec l'industrie, que ce soit des sujets qui concernent des technologies, mais aussi des problématiques organisationnelles et managériales. Et alors ce soir, donc en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, nos étudiants ont donc choisi de s'intéresser au sujet de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans l'industrie comme une opportunité pour les employeurs de pouvoir trouver de nouveaux talents, de nouveaux profils. Et ça tombe bien puisque ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes entrés depuis 2 ans dans une période inédite de tensions fortes sur les emplois, sur le recrutement, d'où ce facteur conjoncturel qui pourrait représenter finalement une excellente opportunité pour pouvoir recruter plus de personnes qui sont porteuses de handicap et peut-être enfin porter un regard différent sur ces personnes et un regard finalement qui ne soit plus que lié au handicap, mais plutôt aux compétences dont ces personnes disposent et qui sont finalement qui représentent finalement une approche positive, une démarche constructive pour embaucher ces profils et développer finalement une culture de l'inclusion qui elle-même est souvent porteuse de performance, en tout cas de nombreuses études, quand elles existent, le montrent. Donc c'est aussi donc un gage de performance pour les organisations. C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos différents invités pour comprendre un petit peu comment tout cela peut être rendu possible et quels en sont également les résultats quand cela est mis en œuvre correctement dans les entreprises. Donc avec moi ce soir, donc nos étudiants qui vont se présenter et qui vont aussi interroger nos différents invités. Alors je commence par Clémence. Clémence, je te laisse te présenter déjà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Clémence Riant, je suis étudiante à IMT Atlantique en dernière année, c'est-à-dire que je serai diplômée à la fin de cette année scolaire et je suis actuellement en spécialisation transition énergétique et environnementale que j'étudie partiellement aujourd'hui en Finlande avant mon retour en France en janvier et je suis également ambassadrice pour l'Institut Mines Télécom, donc pour faire connaître les formations d'ingénieurs auprès des collégiennes et des lycéennes. Je suis très contente d'être là ce soir. Merci, nous aussi Clémence. Et puis du coup, je passe la parole à Noah également. Merci Martine. Donc, moi, je me présente, je suis Noah Colas, je suis à l'école ISTP ingénieur qui est donc rattachée aux mines de Saint-Étienne. Je suis en alternance, je suis actuellement en troisième année, puis j'effectue l'entreprise Framatome. Merci Noah. Et donc pour vous présenter également nos autres invités présents avec nous ce soir. Donc il y a avec nous Sébastien Martinez qui est directeur adjoint d'IMT Minales, mais à qui on laissera la parole pour se présenter un petit peu plus. Avec nous également Jean-Marc Richard qui est président de la fondation Amipi Bernard Vendre. Avec nous pour représenter aussi le volet entreprise, deux femmes, hein, donc Laure de Souffron qui est directrice de site chez Stif et Catherine Denis qui est responsable du département diversité chez Airbus. Donc avant de démarrer nos échanges, je voulais juste aussi vous partager peut-être voilà un petit sondage pour mieux vous connaître et également vous inviter tous ceux qui nous ont rejoints de ne pas hésiter à poser leurs questions dans le petit onglet au bas de votre écran, questions et réponses.
de manière à ce que nous puissions avoir un petit temps d'échange en fin d'émission pour prendre vos questions et les soumettre à nos différents invités. Voilà, alors du coup, je vais laisser la parole, je crois, à Noah pour commencer, me semble-t-il, et tu vas pouvoir démarrer avec ton premier invité. C'est parfait. Donc, mon premier invité est Sébastien Martinez. Bonjour Sébastien. Bonsoir. Euh, Bonsoir plutôt. Donc, vous êtes directeur adjoint IMNT des Minales. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus en détail, nous expliquer à travers votre parcours comment est-ce que vous êtes arrivé à bien connaître pas de ce sujet qu'est le handicap? Merci. Alors d'abord vous dire que je suis vraiment ravi d'intervenir sur ce sujet-là et vous allez comprendre un peu pourquoi dans ma présentation. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'ISTP comme vous, Noah. Bon, c'était il y a un peu plus de 20 ans, donc voilà, c'est presque hier. J'ai une particularité, c'est que j'ai fait une carrière d'ingénieur jusqu'en 2018 dans des grands groupes industriels, plutôt dans le nucléaire. Et puis moi j'ai la chance d'avoir quatre enfants qui sont merveilleux. Et la vie nous a fait le cadeau d'un enfant différent en 2012 qui s'appelle Gennaro, qui est en situation de handicap. Et à partir de là, j'ai commencé un chemin personnel sur qu'est-ce qu'on fait de cette fragilité-là? Est-ce qu'on choisit d'en faire une force? Et c'est le chemin qu'on a choisi. Et petit à petit, j'ai opéré un changement en termes de management. Et finalement, en 2018, j'ai décidé de regarder un petit peu des postes avec un peu plus d'impact sociétal, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que j'ai dirigé une association de 2019 à 2022 qui forme et qui accompagne des adultes en situation de handicap, des entreprises adaptées notamment, en me disant en toute humilité qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux apporter dans ce milieu-là. Voilà, c'était une très belle aventure. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et puis, pour plein de raisons, j'avais besoin de rentrer dans mes terres cévenoles. Pour plein de raisons, j'ai postulé à l'école des Minales, alors IMT Minales, mais comme je suis alésien, j'ai eu un peu de difficulté, je l'appelle l'école des Minales encore, mais bon. Voilà, donc j'ai intégré le poste de directeur adjoint avec la volonté de aussi faire pivoter l'école sur plein de sujets dont le sujet du handicap et je vous expliquerai comment de façon un peu plus détaillée. Voilà. Et moi, avant d'aller plus loin, juste effectivement, le marqueur, c'est l'arrivée de notre garçon qui m'a clairement convoqué à réfléchir sur ce qui était la force et la fragilité et ce qui était la réussite ou pas la réussite. En fait, voilà, ça remet pas mal de schémas au bon endroit. Voilà. Merci. Justement, quelle est votre vision sur l'emploi des personnes en situation de handicap en France? Alors, bon, moi, j'ai travaillé sur le sujet pendant 3 ans sur l'insertion socio-professionnelle. Bon, normalement, il y a une obligation. Normalement, parce que voilà, c'est une obligation d'employer 6%, c'est l'obligation d'employer des travailleurs handicapés. Ce ne sont pas tous les employeurs qui jouent le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà un vivier. Mécaniquement, c'est un vivier, puisque il y a, on a 2 fois plus de probabilité d'être au chômage quand on est en situation de handicap. Donc ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation, donc les BOTH. Donc ça, c'est un fait. Or, je pense qu'on entend tous, et quand on discute avec des patrons, d'une difficulté d'arriver à recruter. Donc déjà, mécaniquement, on a là un vivier disponible de personnes. Ça c'est l'approche mécanique. Après, il y a autre chose. Derrière l'approche mécanique, c'est le fait que moi, je suis intimement convaincu que les personnes en situation de handicap sont des éclaireurs. Alors, pourquoi sont des éclaireurs? D'abord parce que normalement, dans la vie d'une personne en situation de handicap, quand le plan A ne fonctionne pas, on essaye jusqu'au plan Z. On cherche on cherche en permanence des solutions. Ensuite, ce que j'ai observé, c'est que ça permettait d'accompagner les managers en dehors de leur zone de confort. Je vais prendre un exemple très précis. Quand vous êtes manager et que vous êtes capable d'apprendre, d'entendre, de comprendre quelqu'un qui est privé d'usage de la parole, alors on peut imaginer que ça va bénéficier à tous les autres salariés. C'est voilà, c'est un peu une évidence dans la qualité de communication. Moi, je vais prendre quelque chose qui est très précis, que je connais au quotidien. Mon fils Gennaro est privé d'usage de la parole.
si je ne le regarde pas quand il communique, je loupe la moitié du message, voire les 2 tiers. Et donc, je vais avoir tendance à le faire avec tout le monde. Voilà, donc, l'idée, c'est aussi de dire, mais parce que je veux communiquer au mieux avec les personnes en situation de fragilité, alors ça va bénéficier à tout le monde. Ce que je crois aussi, c'est que ça encourage les managers à faire la place à la fragilité, en disant c'est OK qu'il y ait de la fragilité, c'est OK qu'il y ait de la vulnérabilité, ça nous constitue. Et moi, pour l'avoir expérimenté, plus ce manager est authentique, et plus j'ai envie de travailler avec lui. Donc je me dis aussi qu'en termes d'authenticité du lien, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui se créait, y compris entre collègues. Après, voilà, je pense qu'en termes de créativité, en termes de croissance, les entreprises qui arrivent à croître sont celles qui sortent de leur zone de confort, qui font ce qu'on appelle le pas de côté. Alors là, par définition, on a des personnes singulières qui nous invitent à faire le pas de côté. Voilà. Et bon, je pense que ça se joue là aussi. Et je prendrai juste une figure que je prends, enfin un exemple que je prends beaucoup, c'est la permaculture. Dans un système en permaculture, il y a beaucoup d'essences qui prennent le relais. Je suis en situation de fragilité, c'est en situation de force, tu vas m'aider, et vice-versa. Et ça, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup que une chaîne est aussi fragile ou aussi forte que son maillon le plus fragile. Et que donc, si la société prend soin de son maillon le plus fragile, alors elle prend soin de toute la chaîne. Bon. Sachant que, et pour l'avoir expérimenté, ne sont pas si fragiles que ça, les personnes en situation de handicap, parce que, à nouveau, la résilience, etc. Bon. Et on ne va pas faire penser que c'est la panacée tous les jours et que tout est rose. Mais moi, je suis intimement convaincu de ce que ça apporte en termes d'écoute de ses émotions. Voilà. Très rapidement sur le pourquoi je pense que c'est une bonne solution pour les entreprises qui cherchent la performance. J'avais soutenu auprès du MEDEF il y a quelques années que le modèle de l'entreprise adaptée était le bon modèle. Une entreprise adaptée, c'est au moins 55% des salariés en situation de handicap. Et une entreprise adaptée a des aides au poste si elle a un plan d'accompagnement individuel. Et moi, je pense que chaque entreprise devrait avoir un plan d'accompagnement pour plein de raisons. D'accord. Et pardon, auriez-vous des illustrations de ce type de plan dans, dans votre école actuellement? Alors, on n'a pas un plan d'accompagnement individuel. Ce qu'on a mis en place, c'est le schéma directeur handicap, qui, donc en 4 axes. Le premier axe, c'est les espaces de vie et de travail pour tous. Là, il y a le sujet. Hein. On a un campus qui est neuf, mais on en a un autre qui date de 1962. Donc, autant vous dire qu'il y a il y a du taf, comme on dit, il y a du boulot. Et déjà, l'espace de vie, de travail pour tous et toutes, ça ne se joue pas d'ailleurs que sur la mobilité réduite, hein, puisque on est à peu près 600 000 personnes dans le fauteuil roulant en France pour 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'accueil pour les personnes déficientes visuelles et les troubles auditifs, puisque ça représente aussi statistiquement beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc, les espaces de vie adaptés. Le deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est permettre à toutes et à tous de suivre un cursus. On a de plus en plus de neuroatypies qui sont détectés ou qui surviennent. Donc, comment on fait en sorte que l'école soit exemplaire sur ce sujet-là? Donc, on y travaille. On a mis en place une commission handicap. Voilà, on a des sujets importants. Et après, il y a des choses visibles. Donc, les choses visibles, c'est on a des conférences qui sont désormais traduites en langue des signes, en LSF. Ça, c'est du très concret et très pragmatique, mais n'empêche que si on ne fait pas ça, alors là, il y a un problème d'alignement. Et puis, pour contribuer à une société inclusive, il y a un autre axe que l'on pousse, c'est qu'on a l'opportunité, dans une école d'ingénieurs, d'avoir des départements de recherche. On en a sur notamment la science du mouvement, le Euromove. On en a sur l'intelligence artificielle. Donc, tout simplement, comment on peut développer des axes explorateurs de recherche sur ces sujets-là. J'étais avec des élèves juste avant, là, sur le sujet de l'accessibilité des places pour les PMR. Il y a des élèves donc, qui sont en mécatronique et qui réfléchissent à un système de détection des plaques
qui pourrait faire qu'on garantit que les personnes à mobilité réduite aient des places disponibles. Voilà, donc ça, c'est du très concret. Et par rapport à ce schéma directeur handicap, je le veux visible. Pourquoi? Parce que je me dis que si on ne le fait pas dans une école d'ingénieur, il va le faire. Parce que normalement, dans une école d'ingénieur, on forme potentiellement des futurs décideurs, potentiellement des futurs dirigeants et potentiellement des futurs apporteurs de solutions. Donc, je vais prendre encore un exemple que je connais très bien, parce que ma petite fille qui est née après Gennaro a vu toute sa vie un fauteuil roulant. C'est pas un sujet pour elle, le fauteuil roulant. C'est une chaise, une table, le lit, c'est pareil. Je me dis, si dès l'école d'ingénieur, on est dans des laboratoires d'empathie, dans le fait de se mettre à la place d'eux, et qu'on encourage les élèves à chercher des solutions, bon, je me dis, ça va être quelque chose qui potentiellement, en toute humilité, hein, parce qu'il y a du boulot, va être embarqué nativement par les ingénieurs que l'on forme. D'accord. Et alors, rapidement, même si vous avez déjà partiellement répondu à la question, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous pensez que c'est intéressant en fait d'intégrer des personnes en situation de handicap dans des entreprises? Alors, bon, effectivement, j'ai un peu répondu en première partie. Je vais compléter ma réponse sur le sujet de l'émotion et de la vulnérabilité. Moi, je pense qu'il faut pouvoir nommer ces émotions. Et je vais encore prendre un exemple d'une personne qui va avoir un handicap malaisant, entre guillemets, c'est-à-dire que quand elle va rentrer dans une pièce, potentiellement, elle va créer un malaise. Et je pense que quand un manager arrive à le nommer et à travailler dessus et à dire ça me met mal à l'aise, et le dire, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment le début de quelque chose. Alors, à nouveau, précaution, euh, toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas envie que ça se sache, n'ont pas envie de le dire, de le nommer. Hein. On n'est pas au pays des bisounours, même si j'aimerais souvent. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais à un moment donné, je pense aussi qu'il y a ça qui est riche. Moi, je suis sorti des modèles par la force, tout comme ça, par la force pyramidale, etc. J'ai choisi de sortir de ce modèle-là. Et à nouveau, je pense qu'en ça, les personnes en situation de handicap peuvent être des éclaireurs sur ces sujets. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre temps de parole. Je vais maintenant pouvoir passer Avec plaisir. la main à Clémence. Merci. Et effectivement, c'est maintenant la place à notre deuxième invité, Jean-Marc Richard. Rebonsoir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous présenter la Fondation Amipi Bernard Vendre avec sa particularité qui est liée à la méthode scientifique sur laquelle elle s'appuie? Alors, la fondation, d'abord, bonjour à tous. La fondation Amipi Bernard Vande avait une trisomie, est une fondation qui est scientifique et industrielle, qui est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, mais surtout qui est une fondation qui est expérimentale. Hein. Alors, il y a un livre qu'on vient de m'apporter, je ne sais pas si vous le voyez, c'est à l'envers, mais c'est Le travail qui guérit l'individu, l'entreprise, la société, et ça a été écrit en fait par un neuropsychiatre. Je pense que ce livre, faut le diffuser. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, si vous voulez, Maurice Vande, le fondateur, a compris quelque chose d'assez incroyable il y a plus d'une cinquantaine d'années. C'est qu'en fait, le cerveau se développe euh, par des apprentissages. OK? Donc, son fils ayant été rejeté de l'école, hein, puisque nous, malheureusement, et j'écoutais Sébastien Martinez tout à l'heure, mais le grand problème, c'est que cette différence, au lieu de l'atténuer, on voit toujours dans nos sociétés plutôt des facteurs d'exclusion, alors qu'en fait, le problème, s'il était posé autrement, si on voyait simplement des personnes et pas des handicapés, parce que je pense qu'on peut ménager tous les termes, mais à la fin, ce pas des personnes qu'on voit, ce sont des handicaps, alors qu'en fait, le sujet est pas là. Vous allez voir pourquoi. Donc en fait, Maurice Vande découvre que utilise la plasticité du cerveau pour faire en sorte que par des activités et des apprentissages, le cerveau puisse se développer. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau se développe par les périphéries. Alors, les périphéries, c'est la vision,
c'est la bouche, c'est l'odorat, c'est l'ouïe, mais c'est aussi la main. Et la main, c'est extraordinaire pour des personnes qui ont, comme chez nous, des problématiques cognitives. La main permet de développer de nouvelles synapses, de nouvelles connexions synaptiques, à une condition, c'est qu'on ne donne pas des tâches répétitives uniquement, mais qu'on donne des activités qui sont des apprentissages dans lesquels il va y avoir une répétitivité, bien sûr, des tâches, et que ce plan est organisé, c'est-à-dire que les gens vont utiliser des apprentissages successifs pour développer leurs synapses et leurs connexions synaptiques. Donc ça, c'est la chose qu'il faut bien comprendre au début. Le premier élément, c'est la plasticité du cerveau et le fait qu'on organise l'activité d'usine. Nous, par exemple, on a 6 usines avec 750 personnes avec handicap. On a 135 encadrants, incluant les services centraux, hein, comptabilité, gestion. Bien sûr, on est des industriels, donc tous les services d'une industrie. Mais ce qui va être absolument étonnant, c'est que les activités sont faites pratiquement de manière autonome. Et sur une usine, par exemple, de 100 personnes, on a des usines de 200 personnes aussi, une usine de 100 personnes, vous allez avoir maximum 8 encadrants. Autrement dit, il ne faut jamais se mettre dans la position de dire à quelqu'un tu fais ci, tu fais ça. C'est vrai pour toute personne. Et a fortiori pour les personnes qui ont un handicap, il faut éviter, si on veut que leur cerveau se développe, cette forme je sais pas, d'assistanat qui fait qu'on fait les choses à leur place. Et ça, c'est vraiment une préconisation qu'on formule parce que l'habitude, c'est pas tellement ça, c'est plutôt de protéger, surprotéger, etc., etc. Alors qu'on est face à une personne, bah, n'importe quel enfant, vous voulez en faire une personne autonome, bah, a fortiori dans le handicap, c'est ce qu'il faut faire. Le deuxième savoir-faire qui est absolument étonnant, là, je suis rejoint par un certain nombre de collègues, dont Sophie Labattu, qui est DRH chez nous et qui est directrice générale en charge de l'insertion et de l'inclusion. Donc, elle pourra s'exprimer aussi si le temps le permet. Mais en tout cas, ce qu'on a mis en place, c'est la fluidité, hein. Le premier temps, vous l'avez vu, c'est la dualité, la même activité qui produit à la fois des bons produits et qui développe le cerveau. Et ça, on a créé Amipi Conseil et Formation pour pouvoir le diffuser dans les entreprises. Ça marche très fort parce que ça intéresse beaucoup d'entreprises qui sont un peu démunies par rapport à ces questions. Le deuxième savoir-faire, alors ça, c'est le bouquin. C'est un savoir-faire de cet homme, Jean-Michel Ougourian, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont Le troisième cerveau. Et en fait, il a conçu la psychologie mimétique. Ça, on savait que le petit homme était mimeur, mais en fait, en 95 à Parme, vous avez une expérience qui est faite sur un macaque. Ce macaque a un PET scan, vous voyez, qui détecte des flux de matière électriques et autres ou chimiques sur le cerveau quand il mange, par exemple. Et puis, à un moment donné, il y a les pizzas Loyo qui arrivent pour apporter les pizzas. Et il se passe un truc tout à fait étrange, c'est que les gens se mettent à manger, oublient de débrancher le PET scan du macaque, qui les regarde fixement. Et puis, ils entendent bip bip, ils vont voir, et ils s'aperçoivent que le cerveau du macaque fonctionne de la même façon que si lui-même mangeait. Autrement dit, quand vous regardez quelqu'un, parce qu'après ils l'ont fait avec des pianistes, l'un qui jouait, l'autre qui jouait pas, ils l'ont fait aussi avec un non-pianiste et là ils ont vu que ça marchait pas. Autrement dit, il ne faut pas raconter d'histoire. C'est quand le cerveau fabrique quelque chose ou fait quelque chose que là il se structure et se développe. Autrement dit, quand le pianiste qui sait jouer regarde un autre pianiste jouer, son cerveau se dispose à faire les mêmes choses que celui qui joue. Autrement dit, on va travailler par miroir, hein, on appelle ça les neurones miroirs, par miroir, etc. Alors ça va changer tout, vous voyez, dans les apprentissages, parce que ça veut dire que les gens peuvent devenir à la fois apprendre très vite, à la condition qu'on développe un environnement apprenant. Et un environnement apprenant, c'est-à-dire, c'est donner à tous les collaborateurs la possibilité d'être des modèles apprenants. Et pour être modèle apprenant, il faut d'abord développer quoi, à votre avis? La compétence. Hein, si vous êtes peu compétent, ça ne va pas intéresser grand monde parce qu'en fait, vous ne pouvez pas décréter que je suis modèle, moi. Et vous serez choisi par les autres, les êtres humains, comme modèle à condition d'avoir quelque chose à transmettre de très fort. Et c'est de la compétence. De la bienveillance, il en faut un peu, toujours, mais aussi, il faut désirer transmettre. Vous avez des gens, ils ont un désir de transmettre incroyable, et ces gens-là vont forcément aider
apprentissages. Et puis le quatrième point, qui est un point d'achoppement aussi, dont il faut la plus grande vigilance, mais dans toutes les sphères de la société, c'est le poison de la rivalité. Ça, je pense, dans toutes les organisations, dans le monde, on le voit avec le spectacle politique en particulier, hein, la non-maîtrise de la rivalité est un phénomène incroyable. Et dans les apprentissages, il y a des pays qui se sont développés très fort grâce à leur industrie, comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette culture de l'apprentissage. Et l'apprentissage, vous ne laissez jamais deux personnes entre elles, toutes seules s'organiser, un maître et un élève. Pourquoi? Parce qu'il y aura très vite de la rivalité. L'élève verra dans le maître un, un, un obstacle et le maître verra dans l'élève un rival. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que le handicap, pour moi, c'est très secondaire. En fait, quelqu'un peut-il travailler ou pas travailler? Moi, j'ai un neveu qui est trisomique autiste, qui n'a pas l'usage de la parole, mais qui ne peut pas forcément travailler. En revanche, c'est un très bon batteur. Il aime la musique, tout ça, il a le droit d'être heureux. Là, il faut du médico-social à haute dose pour les accompagner. En revanche, pour des personnes qui peuvent travailler, il faut absolument que les entreprises, et en particulier voilà, sur les problématiques cognitives, comme les problématiques psychiatriques, je pense à des bipolaires, je pense à des gens qui ont des schizophrénies, et qui sont des choses qui sont anodines et qui peuvent être gérées. Et puis, bien sûr, à des gens qui ont des problématiques cognitives d'un autre ordre, mais qui peuvent travailler. Il faut absolument leur donner la possibilité de développer leur cerveau par des apprentissages. Et on a deux travers en France. On méprise le travail manuel, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne, hein. Je ne vais pas être trop long parce que sinon je vais dépasser les temps impartis. Mais vous avez compris qu'en fait, pour nous, ce qui compte, c'est développer les apprentissages, rendre les sociétés apprenantes et avoir beaucoup de joie, accueillir des gens qui sont diverses, comme tous les gens. Ça peut être des migrants, ça peut être des personnes avec un handicap, peu importe, etc. Et sachez une chose aussi, le handicap, c'est quoi? La personne qui a un handicap, c'est celui qui a besoin des autres. Et forcément, c'est une valeur ajoutée énorme pour les entreprises où on développe à un moment où vous voyez toutes ces technologies, où tout le monde se jette dessus, le télétravail, tout ça, où le lien d'apprentissage, qui est le lien humain, disparaît, eh bien, plus les gens sont en relation avec les autres, plus ils apprennent, et ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci pour ces bases scientifiques très intéressantes. Alors effectivement, le temps file, donc je vais vous demander si c'est possible de pouvoir répondre à la prochaine question assez succinctement parce que vous y avez déjà répondu partiellement. Quels sont les enseignements que vous retirez sur ces années à expérimenter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Alors, plusieurs questions en une. Quels sont les bénéfices, mais aussi les difficultés rencontrées, autant pour les personnes en situation de handicap que pour les entreprises? Alors, je vais être très rapide. C'est à partir du moment où les gens appliquent nos méthodes, qui ne sont pas le naturel, hein. Le naturel, c'est chacun pour soi. C'est plutôt l'exclusion. Et puis, j'ai envie de dire, on s'apitoie sur le sort des gens alors qu'il ne faudrait pas. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est que puisque les gens sont des modèles apprenants, il faut surtout les mettre en valeur dans les entreprises parce que les autres vont apprendre d'eux. Ce sont des gens qui ont une empathie très forte parce qu'ils savent qu'ils ont besoin des autres et donc ils se mettent en relation. Chez nous, ils apprennent très fort parce qu'ils ont fait des successions d'apprentissage. Souvent, quand ils arrivent dans les entreprises, hein, je tiens à dire quand même, on recrute 50 à 100 personnes par an dans nos 6 usines et on en insère 20 à 30. Autrement dit, on a une base aujourd'hui de plus de 200 personnes depuis 2014 qui se sont insérées. Et à chaque fois, les DRH de nos partenaires et clients, puisqu'on vend à la fois des produits et des hommes, hein, quand je dis vendre, c'est un peu en intérimaire, hein. Vous voyez, moi je suis bénévole, donc je cherche pas, on cherche un profit pour bien sûr moderniser nos usines. Mais ce qui est très important, c'est que ces gens sont des modèles apprenants, donc compétents, bienveillants, qui désirent transmettre et collectivement on gère le poison de la rivalité, ce qui va être le grand sujet de nos sociétés, parce que le vrai seul sujet qu'on a à gérer dans une société, c'est la violence. Merci beaucoup. Alors, autre question, Martine l'a introduit au début de ce webinaire. Aujourd'hui, les tensions sur l'emploi sont extrêmement importantes et inédites, et pourtant, il y a encore des freins au déploiement de cette culture de l'inclusion dans nos entreprises. Est-ce que vous pouvez justement mentionner ces quelques freins qui subsistent?
À moi? Oui, oui, oui. Ah ouais. Ouais. Moi, je croyais que c'était. Non, les freins, c'est que les gens s'intéressent pas aux autres, très clairement. Voilà, donc moi, personnellement, je pense que demain, vous voyez, on reçoit une vingtaine d'entreprises dans les pays de la Loire, présidées par, c'est une association des entreprises de taille intermédiaire, présidée par Bénédicte Mercier, président de Sodebo. Ben forcément, c'est par là que ça commence, hein. Et dans toutes nos usines, on a ces manifestations à faire. Pourquoi? Parce que les gens, fondamentalement, à part peut-être quelques entreprises, et je pense à Airbus ou des gens comme ça, ils en font un programme systématique, mais pour beaucoup d'entreprises, c'est un problème secondaire, alors que ça devrait être un problème prioritaire. Mais il faut que les gens lisent le livre, vous voyez, c'est ça. On a déjà 13 000 ouvrages diffusés. J'espère qu'ils sont lus par une ou deux personnes. Ça commence à faire une base. Et par exemple, on nous a demandé, vous voyez, il y a un an, d'être à la rencontre des entreprises françaises avec le ministre de l'Industrie, la présidente de région, Carole Delga, le patron du MEDEF, deux femmes chefs d'entreprise, Legrand et autres, avec qui maintenant on a des partenariats, vous voyez, qui se sont développés. J'espère qu'à l'occasion de ce webinaire, on aura des relations à créer avec les entreprises présentes, vous voyez. C'est ça, il faut vendre, faut vendre. Voilà. Allez, Très bien. j'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé. Mais Mais, c'était important d'expliquer les deux savoir-faire scientifiques, vous avez compris, plasticité du cerveau et psychologie mimétique. Comment on merci. apprend, quoi. Merci beaucoup. Et alors, j'avais quand même une dernière question pour conclure votre intervention et je pense que c'est important qu'on passe ne serait-ce que quelques dizaines de secondes dessus. Quels conseils vous donneriez à des entreprises qui souhaitent embaucher des personnes en situation de handicap et aussi à ces personnes pour qu'elles osent plus postuler dans l'industrie? Alors, quand c'est des problématiques genre psychiatriques, hein, il faut vraiment qu'il y ait une personne référente qui les accompagne, parce que c'est pas grave. Mais c'est un peu comme La vie est belle, vous voyez, c'est un film extraordinaire. Et je ne vais pas le commenter, on a 10 secondes. Il faut créer l'accompagnement qui fait que la personne, quand elle pique du nez, c'est-à-dire qu'elle a besoin, moi je dis toujours, les gens ont besoin d'un médecin, de médicaments, mais il y a un devoir que nous avons collectivement, jamais les laisser s'installer dans la maladie. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cet accompagnement, quelqu'un qui peut être un médiateur et expliquer pourquoi, à ce moment précis, ces gens piquent des nez. C'est vrai pour en particulier ce qu'on dit les handicaps invisibles, qui sont souvent des handicaps psychiatriques. Parfait. Merci beaucoup pour cette belle intervention Merci et à je vous. relaisse la parole à Noah pour notre prochaine invitée. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais pouvoir m'adresser à Laure de Souffron. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, ainsi que présenter donc votre entreprise et votre domaine d'activité, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, bonsoir. Voilà, donc moi, je représente l'entreprise Stif. Stif, c'est une petite entreprise dans le Loiret. Nous sommes 22 personnes et nous avons repris cette entreprise en 2011 avec mon mari qui est spécialiste dans la conception, fabrication, vente et maintenance de machines spéciales. Donc, nous faisons principalement des machines pour la maroquinerie. Et voilà, nous avons un rayonnement national et international puisque nous vendons un petit peu partout. Et ce sont des machines qui sont mises soit dans les boutiques, soit pour faire des marquages sur les sacs en maroquinerie, ou alors ce sont des machines également qui vont dans les usines et qui sont là pour aider les maroquinières à la finition de leurs produits. Donc on intervient vraiment, c'est des machines qui interviennent sur la finition de sacs, la coloration de tranches, le ponçage, voilà. Et donc, on ne venait pas du tout de ce milieu avec mon mari. Et donc, en 2011, quand on a repris l'entreprise, vu que nous concevons, mais nous fabriquons également, nous avons toute la chaîne des postes que l'on peut trouver, aussi bien au niveau de donc des projeteurs hein, qui développent les machines, des soudeurs, des monteurs assembleurs,
Et puis après, évidemment, la partie purement administrative, achat, qualité, voilà, méthode. Et en fait, dans mes salariés en 2012, il y en a un dont l'épouse donc travaillait pour une fondation dédiée à la réinsertion des personnes tout public, mais notamment aussi des handicapés. Et ce collaborateur m'a fait part d'un besoin de stage de cette fondation pour réinsérer les personnes handicapées. À partir de là, ben, j'ai dit tout de suite oui, pas de souci, on va voir ce qu'on peut faire parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de petits montages qui se font sur table, des petits montages mécaniques. On a beaucoup de préparation pour les machines, de fils électriques, de petits câblages, enfin beaucoup de choses qui sont vraiment accessibles, on va dire, à voilà, une personne qui a envie de faire, hein, de réaliser. Et du coup, je me suis mise en relation avec le responsable entreprise et du coup, j'ai commencé à accueillir des stagiaires, donc avec des handicaps plus ou moins élevés. Soit des mal de dos pour être précis, soit en effet des personnes en fauteuil roulant, soit, enfin, j'ai eu ou des bipolaires, enfin voilà, plusieurs types, énormément de types de handicaps différents. Et du coup, voilà, accompagné d'un chef d'équipe, ça s'est toujours voilà, très très bien passé. Et voilà pourquoi je suis là ce soir pour parler du handicap et de l'insertion des gens en entreprise industrielle, pour le coup. Mm. Bah, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que vous pouvez nous parler des constats que vous pouvez maintenant faire grâce au recul sur l'intégration de ces personnes dans votre entreprise et si elles apportent pardon, des choses en plus? Oui, alors, bon, alors les personnes handicapées, toutes les personnes qu'on a reçues, elles sont extrêmement motivées. Elles sont très, très motivées. C'est des gens qui souvent n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. Celles que je reçois, souvent, voilà, elles ont souvent subi un accident de la vie. Ce ne sont pas forcément des handicaps qu'ils ont dès la naissance, mais là, on est plus sur des personnes qui ont eu des accidents de travail, qui ont eu des accidents, qui ont, voilà, et donc qui ont un événement qui ont fait qu'elles n'ont pas travaillé depuis très longtemps. Donc, entre 2 ans, 3 ans, 8 ans, enfin, et qui arrivent en plus en fin de droit, parce qu'il y a un moment où elles se retrouvent, voilà, elles ont tout essayé et elles ne savent plus par quel bout commencer, donc elles sont un peu perdues. Donc, c'est des gens qui arrivent et elles sont très, voilà, qui sont très motivés, très ouverts, curieux, qui sont vraiment à l'écoute de ce qu'on leur explique. Ils essaient toujours de faire bien et c'est vrai que dans ce type d'insertion, nous, on est là pour leur montrer différents postes, en fait. Vu qu'on est petit, moi, je ne peux pas vraiment embaucher d'handicapés sur du long terme parce qu'on est sur beaucoup de polyvalence chez nous au niveau des postes. Par contre, euh, il est très facile de les mettre sur un poste, de leur expliquer, de leur faire les choses. Et ensuite, si ça va, très bien, ils peuvent continuer pour progresser ou alors les changer de poste et du coup, elles peuvent comme ça rester plusieurs périodes ou plusieurs semaines en tout cas sur l'entreprise. Donc en général, je les prends pour une semaine au départ et la semaine parfois se transforme en 2 mois ou 3 mois parce que il change. J'intègre quelqu'un par exemple sur du montage électrique. La personne se rend compte qu'elle ne peut pas manipuler parce que finalement elle a envie de le faire, mais ses mains ne lui permettent pas le geste répétitif, etc. qui en découle. Donc ensuite, on le passe sur on lui explique un peu de schéma pneumatique, on va le mettre un peu sur du pneumatique, voilà, on change les choses, après on le met sur de la mécanique. Donc en fait, on a la possibilité de les faire changer de pôle très facilement.
Et on a beaucoup de petites tâches. Donc, du coup, ils peuvent voir si oui ou non, ils sont capables de tenir tel ou tel poste sur le long terme aussi. Parce que ça leur permet d'être dans un rythme et de voir si ils peuvent tenir ce rythme ou pas. Parce que c'est pas évident. Tant qu'ils n'ont pas fait, ils peuvent pas le savoir. Et parfois, ils ont envie de faire des choses, mais voilà, leur handicap ne le permet pas. Donc, ça permet vraiment de leur donner tout un panel de possibilités et de découvrir. Donc, nous sommes vraiment sur de la découverte et voilà. Et puis après, du coup, petit à petit, évidemment, ils reprennent confiance en eux. C'est évident. Il y a qu'en faisant les choses, en effet, où on se rend compte si on peut faire, pas faire, mais toute chose bien réalisée est une réussite. Donc, en fait, ils sont très contents. Donc, ben, nous, on est contents aussi, hein, forcément. Ça fait toujours plaisir de pouvoir justement les aider à voir que oui, ils peuvent faire plein de choses, en fait. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire plein de choses. Donc, ça, c'est très important. Et du coup, je pense qu'en industrie, il faut vraiment promouvoir ça parce que bien sûr qu'ils sont intégrables et bien sûr que ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent aider, apporter. Mm. Donc ça, c'est du côté, on va dire, plutôt des personnes qui viennent. Après, pour nos collaborateurs, c'est très très bien parce que en fait, ils sont habitués à ce qu'on, voilà, c'est vraiment une volonté de notre part, mon mari et moi, d'accueillir ces personnes. Et du coup, quelque part, ça oblige un petit peu tout le monde à les, voilà, à avoir un comportement, à les accueillir. Et donc, c'est bien et c'est très bien perçu. C'est très bien perçu aussi. Nos collaborateurs, ils jouent tous le jeu et franchement, c'est très encourageant. Et dans votre entreprise, quels sont les freins pour les embauches? Ça va plus être bon, on a quand même du port de charge. Bon, nous, on a besoin de personnes qui, par exemple, on monte des machines. Bon, donc monter une machine complète, c'est quand même un peu compliqué. C'est des machines parfois assez grosses. On a quand même du port de charge. Après, on a des câblages qui se font sur machine, donc il faut être ben, dans des positions, voilà, plus ou moins faciles pour accéder à l'intérieur des machines, etc. Bon, on peut pas être, on peut pas continuellement être sur du travail sur table ou du travail assis ou du travail debout bien défini. Et en général, c'est quand même des personnes qui ont besoin beaucoup de changer de position aussi. Mais on va dire que c'est plutôt la complexité des machines le port de charge souvent qui peut poser souci. Donc, mais bon, voilà, ça, c'est vrai que les personnes qui passent chez nous, souvent, derrière, elles vont chercher à travailler sur des cartes électroniques, des sociétés qui font des cartes électroniques, qui vont faire des petits câblages sur table, on en a beaucoup qui partent aussi sur la maintenance dans les mairies, les entretiens de bâtiments, parce qu'en fait, on les fait manipuler, on leur apprend à se servir des outils, et du coup, c'est beaucoup de... Voilà, elles peuvent toucher à pas mal de choses qui font que derrière, elles se rendent évidemment, ça leur fait une grosse expérience et elles se rendent employables aussi, hein. Donc, Alors là, c'est une question un petit peu pour non, pardon, de ma curiosité. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'autres entreprises comme ça, qui sont comme la vôtre, qui peuvent en fait servir un petit peu d'entreprise de transition, dans le sens où vous avez dit que le travail que vous leur fournissiez, enfin, leur faisiez faire, ça permettait de leur redonner confiance en elles, ce ouais, qui leur permettait ensuite de presque de regagner oui, une certaine autonomie, dans le sens où ensuite elles cherchaient plus facilement du travail. Est-ce que oui. vous pensez qu'il y a d'autres entreprises Ah ben comme oui, la vôtre? clairement.
Moi, je pense que j'en ai même accueilli au niveau administratif, j'en accueilli. En fait, on peut en accueillir un peu dans tous les services. Et donc, je pense que bien sûr qu'on peut tous, on peut tous le faire. Là où je trouve que, quoi, voilà, moi, ce que je trouve intéressant, pourquoi on les a accueillis et pourquoi j'ai bien accroché à ce projet, c'est que, en effet, comme on le dit tous, si en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on a un très, très gros pouvoir justement sur cette réinsertion. Euh, Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je les intègre pas. Mais bon, les chefs d'entreprise sont les premiers concernés pour justement permettre cette réinsertion en fait. Et du coup, je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, euh, beaucoup d'entreprises là qui nous entourent ne le font pas forcément. C'est pas, mais après, c'est un choix de direction. Pour moi, c'est un choix de direction, hein. C'est à nous de donner le cap, hein. Donc, c'est, mais oui, bien sûr qu'il y a énormément à faire et que c'est possible, hein. Et nous, on est 20 personnes, donc moi, j'ai pas 30 encadrants, hein. Donc, ça se gère, ça se fait bien. Mais pour ça, il faut une vraie approche au niveau de la direction de chaque entreprise, en fait. Il faut bien vouloir consacrer du temps. Mais moi, je vois pas ça comme un frein. Alors, est-ce que succinctement, parce que pas trop non plus débordé, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui vous motive à continuer du coup d'intégrer des personnes en situation de handicap? En fait, déjà, c'est vraiment, je pense que c'est valorisant donc pour eux. Et puis, nous, on est content de pouvoir aider socialement à cette réinsertion. Donc, c'est vraiment c'est vraiment apporter une aide, avoir de la bienveillance. Dans le handicap, ça peut tous nous toucher, ça peut tous nous tomber dessus sans qu'on l'ait vu venir. Et du coup, faut quand même, faut en être conscient. Et je pense que si jamais ça nous arrive, on sera vraiment content d'avoir des interlocuteurs en face qui le comprennent, qui essaient d'aider et où on n'est pas tout seul. Parce que je pense que c'est très très dur à vivre. Personnellement, moi, je ne connais pas ce sujet voilà, en privé, mais je m'imagine bien, il faut beaucoup d'empathie. Et je pense que c'est très très important de se dire on n'est pas à l'abri d'un problème de la vie. Et donc, il faut savoir aider, il faut savoir s'entraider. Très bien, merci beaucoup. Je vais pouvoir repasser la parole à Clémence, du coup. Merci. Et effectivement, je vais laisser la place à notre dernière invitée, Catherine Denis. Donc, vous êtes responsable du département de diversité chez Airbus. Est-ce que vous voulez bien vous présenter votre entreprise et votre domaine d'activité? Alors, oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas responsable du département diversité. Je suis une partie Ah, de la diversité chez Airbus, c'est très grand. Et je n'ai pas encore ce rôle de responsable diversité. Mais voilà, je suis spécialiste diversité au sein du recrutement, du service recrutement d'Airbus. Et mon scope, donc Airbus est une grande entreprise avec beaucoup d'activités, beaucoup de filiales. Donc ce soir, je vais vraiment vous parler de mon scope d'activité qui est l'aéronautique, Airbus commercial, le spatial et la défense et les hélicoptères. D'accord? Ça, c'est mon scope d'activité. Donc moi, mon rôle en tant que spécialiste diversité, c'est d'accompagner les candidats en situation de handicap et les candidats des quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est des candidats qui ont du mal à trouver des emplois en candidatant de façon simple. Donc je les accompagne, moi et mon équipe, tout au long de leur recherche de poste, que ce soit pour un CDI, pour un stage ou pour une alternance, donc sur ces trois divisions et jusqu'à, j'espère, l'embauche. Voilà. merci beaucoup. Alors justement, quelle est la démarche que vous mettez en œuvre depuis le sourcing des candidats jusqu'à l'embauche et à la prise de poste? Alors nous, notre mission, donc quand on dit sourcing, c'est qu'on va aller chercher donc des candidats sous diverses formes, c'est-à-dire avec les plateformes, les réseaux sociaux, notre réseau interne, externe.
Bon, il faut savoir que c'est pas toujours simple de trouver des candidats en situation de handicap parce que voilà, tout le monde ne déclare pas aussi hein, leur handicap par choix et par crainte des fois de ne pas trouver de poste, de ne pas pouvoir entrer dans leur vie, dans la vie professionnelle avec leur handicap. Donc c'est vrai que malheureusement, ben, on passe à côté de super candidats à cause de ça. Donc c'est vrai qu'on essaye de vraiment creuser partout pour pouvoir sourcer le candidat diversité et pouvoir l'aider. Ensuite, on les rencontre, donc une fois qu'ils sont sourcés, pour un coaching. Alors, qu'est-ce qu'on appelle coaching? Déjà, c'est un petit échange pour les connaître, pour comprendre, échanger sur leur projet professionnel à court ou moyen terme, voir si ça correspond aux besoins d'Airbus. Alors, nous, l'avantage de notre équipe, en plus, ça fait un bon moment qu'on est sur Airbus. Moi, ça fait 20 ans, par exemple. Mes autres collègues, c'est entre 25 et 30 ans. Donc, on a quand même une belle vision des métiers qui existent dans ces trois divisions dont je vous parlais. Donc, on peut un petit peu aussi aiguiller certains candidats qui sont un peu perdus dans leur projet. On les aide aussi à transférer les compétences qui, des fois, sont un peu hors scope aéronautique, mais qui peuvent se transférer aussi, hein, des fois, dans tout ce qui est aéronautique et spatial. Donc là, on les aide avec notre expérience. Et puis après, on leur explique le processus de recrutement parce que c'est important aussi qu'ils comprennent toutes les phases de processus de recrutement. On les prépare un petit peu à des questions, à savoir réfléchir sur certaines questions sur eux, hein, à savoir bien se vendre. C'est aussi beaucoup le souci, enfin le souci. Moi, ils ont du mal avec, ils perdent souvent confiance en eux. Donc c'est assez difficile de bien se vendre. J'aime pas trop ce terme-là, mais bien avoir un recrutement, enfin un entretien efficace pour qu'il soit vraiment bien. J'arrive pas à retrouver le terme, mais bien se vendre, c'est pas bien grave. Et ensuite, nous échangeons également sur leurs besoins d'aménagement de poste pour les anticiper et rendre leur intégration plus confortable parce qu'on a un échange aussi avec, nous, on agit en amont du recrutement. L'Airbus est très bien organisé dans le sens que ensuite, après le recrutement, il y aura la mission handicap qui prendra la relève sur le suivi du candidat avec la médecine du travail. Donc, c'est vraiment, voilà, on anticipe, nous, à notre niveau, les besoins d'aménagement de poste pour qu'une fois qu'ils intègrent Airbus, ils aient tout ce qu'il leur faut pour qu'au moins de ce côté-là, ils n'aient pas ce côté, la peur de déranger, à demander des aménagements particuliers ou quoi que ce soit. Déjà là, tout est déjà anticipé. Et ensuite, donc après ce coaching, on met en lumière leur candidature, on appuie leur candidature auprès du business, parce que souvent, les candidatures des candidats diversité, ça reste noyé dans le flot de candidats. Je pense que vous imaginez le flot de candidats qu'il y a pour Airbus. Donc là, ça permet de mettre un peu en lumière leur candidature et de leur permettre au moins d'avoir une interview, un entretien avec les recruteurs et pouvoir bien sûr proposer, voilà, dire ce qu'ils ont à donner et pouvoir être visible. Donc, si un manager est intéressé par le candidat ou la candidate, suite à notre action, le processus de recrutement classique va commencer avec des entretiens managers et recruteurs jusqu'à la prise de poste. Et voilà, j'ai déjà expliqué par rapport à la mission handicap. Merci beaucoup. Et alors justement, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner pour mieux comprendre le volume à peu près de personnes concernées et quelque part votre taux de réussite dans cette insertion professionnelle? Alors, j'aimerais réussir plus, mais disons que là, pour le moment, déjà, c'est sur les trois divisions sur lesquelles je parle. Donc là, voilà, c'est pas un chiffre sur tout Airbus, encore une fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, comme on n'arrive pas à cerner réellement tous les candidats en situation de handicap, la diversité sociale, sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, ce qui est normal, parce que c'est pas toujours évident hein, de déclarer encore une fois son handicap. On a pu, sur l'année 2023, coacher 276 candidats. Alors, ça fait peu parce que, encore une fois aussi, comme on est sur la reconversion, on en coach certains autres. Là, je ne les ai pas trop comptés dans les 276, mais on en coach certains autres pour leur conseiller un chemin à prendre pour se rapprocher des métiers d'Airbus. Mais là, quand je vous parle de 276, c'est des candidats qui ont vraiment des compétences aéronautiques et spatiales à proposer à Airbus, d'accord? Donc, on en a coaché 276 et sur ces 276, tout contrat confondu, CDI, stage, alternance,
On en a à peu près embauché une centaine. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, sur ces 276 candidats, bah, il y a certains candidats entre-temps qu'on trouvait ailleurs, ou que simplement ce qu'ils proposaient comme compétences ne sont plus trop les compétences qui sont recherchées sur le moment Airbus. Donc, ils restent dans notre scope de talents, parce que nous, on appelle ça des talents, de talents à proposer au business, mais pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas d'embauche. Donc, en 2023, ils n'ont pas pu trouver de CDI ou d'alternance ou de stage. Donc, on a eu environ une centaine de recrutements sur ces trois divisions. Et 70% de ces embauches sont des candidats qui ont été reçus par notre équipe. Donc, c'est pour vous montrer l'impact l'atout que ça donne à ces candidats diversité de pouvoir passer par nos équipes pour être plus visible et surtout plus préparé aux interviews parce que vraiment, on est là aussi au tout début de ces rencontres pour leur redonner confiance et leur dire, mais si, Airbus, c'est possible, vous allez voir. Vous voyez? Mm. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour favoriser cette réussite, est-ce que vous passez aussi par la formation de vos managers afin de les sensibiliser et de les former à la prise en compte et à la prise en charge du handicap? Effectivement, ouais. Airbus, en fait, c'est une entreprise très, très inclusive. Et on a mis en place des sessions de sensibilisation des managers dans leur parcours déjà de formation. Et une fois que le candidat est embauché, comme je vous disais, il y a la mission handicap qui continue le suivi du candidat. Et il peut organiser, mais ça, je le prépare. Enfin, on le prépare aussi en amont. Ça fait partie des aménagements de poste. On peut aussi organiser, si le candidat le demande, parce que c'est toujours pareil, c'est à la demande du candidat. On peut organiser des sessions de sensibilisation des équipes sur le handicap, sur la neurodiversité. Bon, généralement, c'est les deux grands thèmes. Déjà, ça englobe beaucoup de choses. Donc, on peut faire ces sessions avant ou le jour de l'intégration du candidat et avec ou sans l'implication du candidat. Ça, c'est vraiment à son choix aussi. Donc, là-dessus, il y a une formation des managers, des informations aussi qui sont données régulièrement aux managers. Si le manager, par exemple, voit un candidat d'un talent de pool, on appelle ça une talent de pool, des candidats très intéressants pour son secteur, on peut aussi l'aiguiller sur des aménagements de poste. Par exemple, si le candidat a besoin vraiment d'un espace, un bureau peut-être isolé, parce qu'on a des candidats qui ont besoin de travailler de façon isolée, même s'ils auront un travail en équipe. Ils ont besoin d'avoir un bureau où ils peuvent s'isoler et travailler peut-être 2 heures par jour. Donc tout ça, on en discute avec les managers et ça aide aussi à les conforter parce que ça peut être aussi un peu effrayant. Au début, on a envie, hein, en tant que manager, employé, d'être inclusif, mais est-ce qu'on va savoir bien faire? Est-ce que les tuteurs, surtout, qui sont dans l'équipe, vont pouvoir, parce que c'est bien beau de se dire, oui, on est inclusif, on est ouvert à tout. C'est pas si simple, surtout quand on commence à travailler ensemble. C'est pas toujours évident de comprendre comment donner les objectifs, comment l'accompagner. Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? C'est pas toujours simple. C'est chacun là, c'est avec ce qu'on est réellement. Donc voilà, ça peut être des craintes aussi de manager, de comment va réagir l'équipe. Voilà, il y a tout ça. Donc vraiment, ils sont non seulement accompagnés avant par ces sessions de sensibilisation, mais ils sont également accompagnés tout au long du contrat du candidat par la mission handicap, la médecine du travail, et nous, si jamais il y avait aussi d'autres questions derrière. Mais surtout la mission handicap et la médecine du travail une fois que l'embauche. Voilà. Très bien. Et alors, dernière question pour conclure, deux questions en une. Alors, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises industrielles pour se lancer plus massivement dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Et également, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes porteurs de handicap qui n'osent parfois pas s'orienter dans des trajectoires de formation qui conduisent au métier industriel? Oui. Alors déjà, pour les entreprises, franchement, accueillir. Alors, on est vraiment. Je ne veux pas citer des belles histoires qu'on rencontre, nous, par rapport à notre équipe, parce que vraiment, c'est que des belles histoires. Après tout, nous, c'est des rencontres qu'on crée. On n'a pas une offre d'emploi à laquelle on cherche un candidat parfait. Si on a un candidat et on le propose au business en leur disant, voilà, peut-être que votre offre, votre poste, il peut être légèrement modifié
pour correspondre à ce candidat. Et vous allez voir, ça va être une autre façon de fonctionner, une autre façon de créer cette tâche. Et ça va apporter d'autres choses. Donc, accueillir une personne en situation de handicap vraiment au sein des entreprises, c'est une richesse, vraiment une richesse pour les entreprises. Et ça amène, vous le disiez, une autre manière de travailler, d'exercer la mission qu'on lui a confiée. Donc, ça amène une ouverture d'esprit, une adaptabilité des équipes d'Airbus, parce que c'est vraiment Airbus, je parle aujourd'hui, mais des équipes accueillantes en général. Et ça renforce réellement aussi l'esprit d'équipe et la solidarité dans ces équipes. Donc, franchement, sans cette diversité, les équipes, elles deviennent peut-être moins innovantes. Elles sortent pas vraiment de leur zone de confort. Et accueillir une personne, un candidat diversité, ça permet justement de sortir de cette zone de confort et d'aller chercher la différence, d'aller chercher, OK, comment on peut faire ça différemment. Donc, faut pas hésiter à ouvrir le champ du possible à ces candidats. Parce que souvent, comme je disais, ils ont perdu, et comme on disait tous d'ailleurs, ils ont perdu confiance en eux. Ils ont peur de gêner l'opérationnel avec leur situation de handicap. Et tout simplement, ils n'arrivent pas à bien se vendre. Donc, il faut pas hésiter en tant qu'entreprise à ouvrir le champ des possibles. Alors, bien sûr, il faut bien écouter les besoins du candidat et comprendre et voir surtout si on peut l'adapter sur le poste en question, bien sûr. Mais il y a toujours des solutions, peut-être sur d'autres postes. Peut-être, voilà, il faut juste ouvrir le champ des possibles et être vraiment voilà, ouvert et innovant, j'ai envie de dire. Et pour les étudiants, moi j'avais un petit mot pour les étudiants. C'est pareil, un peu à l'inverse, c'est-à-dire n'hésitez pas à pousser les portes de nos entreprises parce qu'il y a des possibilités. Et même si des fois, il y a pas, vous n'avez pas le niveau d'études ou l'expérience attendue, quand on les voit, les offres d'emploi, des fois, on demande beaucoup, beaucoup de choses. Il existe toujours aussi des fois des possibilités d'alternance ou de stage. C'est un premier pas dans l'entreprise. Ça peut souvent déboucher sur un CDI. Donc en plus, ça permet d'étoffer le CV en tant qu'expérience professionnelle. Donc il ne faut pas hésiter à se dire, OK, peut-être qu'il y a une autre solution. Peut-être que si j'ai pas le niveau d'études, je peux le faire différemment, soit avec un nouveau diplôme. Voilà, il faut pas hésiter à poser des questions et aller se renseigner. Notre équipe est là, mais il y a aussi je pense, souvent il y a des forums ou des conférences. Voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à voir comment créer son chemin professionnel. Donc, si vraiment, alors j'en profite pour passer justement le message. Donc, si vraiment votre projet, c'est d'intégrer Airbus et que vous êtes en situation de handicap, on est là. Et on est là pour vous accompagner dans l'étude de ce projet. Donc, c'est une plus-value. N'hésitez pas à nous contacter. Airbus a créé des pôles d'accompagnement qui sont là vraiment et qui n'attendent que des candidats diversité pour pouvoir les aider. C'est tellement, comme disait ma collègue de l'autre entreprise, c'est vraiment une joie de pouvoir aider et de pouvoir redonner un avenir à des personnes qui souvent ont complètement baissé les bras. Et comme disaient mes collègues, ça peut arriver à tout le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. Et puis, je propose maintenant qu'on passe à la petite séance de questions-réponses. J'ai vu que le chat avait été actif. Pour commencer, alors ça a été écrit dans le chat, mais je le mentionne juste. Merci Sébastien d'avoir répondu. Vous avez parlé au début de votre intervention de votre plan, enfin de votre schéma directeur handicap qui est actuellement en cours de déploiement et une personne a demandé si c'était appliqué à la fois pour le personnel et pour les étudiants, question à laquelle vous avez répondu positivement. Donc, merci pour ça. Une autre question concernant les livres qui ont été mentionnés par Jean-Marc Richard. Alors, Martine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu as déjà donné le nom d'un ouvrage, c'est ça? Celui-là même que Jean-Marc a présenté, tout à fait. Donc, j'ai donné les références, hein. C'est Le travail qui guérit, l'individu, l'entreprise, la société, édité par le professeur Jean-Michel Ougourlian, et c'est aux éditions Plomb. Et personnellement, je l'ai lu d'une traite. Il est passionnant, hein. Je vous en donnerai pour en conclusion une phrase qui m'a bien plu, que j'extrais exprès et qui nous servira pour conclure. Mais en tout cas, c'est un ouvrage très intelligent qui pose vraiment
correctement, on va dire, la problématique de l'insertion professionnelle. Et je pense que c'est aussi un ouvrage qui contribue efficacement à donner des réponses précises, argumentées aux chefs d'entreprise pour, comme l'ont dit et Laure et Catherine, pour comprendre vraiment quel vraiment apport, quel degré de richesse ça apporte au sein du collectif, parce que l'entreprise est d'abord un collectif. Et c'est important de nourrir ce collectif avec toutes ses composantes, hein. On n'est pas tous pareils. Euh, Sébastien, effectivement, a mentionné les émotions, le côté vulnérabilité. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas dans la société, on n'ose pas forcément regarder correctement des personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'elles nous renvoient une dimension que certains ou certaines ne sont pas prêtes à assumer et qui est justement le poids de la vulnérabilité qui fait peur. Et au final, bon, mais ça, c'est propre au développement et aux expériences de chacun. Finalement, le parcours de vie nous apprend plus que finalement accepter ses émotions, accepter ses faiblesses et ses vulnérabilités, c'est une force. Et avoir des personnes en situation de handicap, c'est bien parce qu'elles nous rappellent aussi notre part d'humanité qu'on ne doit pas oublier. Et je pense que dans une société qui, en plus particulièrement aujourd'hui, est vraiment très tendue, bah, c'est bien qu'à côté de la violence dont vous parliez, Jean-Marc, eh bien, on nous parle aussi de ce volet humain qui devrait plus largement, je pense, prendre la peine. Mais voilà, ça c'est ma parenthèse sur l'ouvrage qui m'a inspirée en tout cas. Ouais. Je rajouterai une chose. Merci beaucoup à vous, Martine, pour la promotion du livre. Le livre, moi, je me souviens d'une histoire qui m'a été rapportée par un de nos responsables. Il a vu un de nos collaborateurs aller chez son... non, c'était pas un collaborateur, c'était quelqu'un qui avait eu le livre et qui avait une maladie et qui est allé voir son médecin et qui est venu avec le livre et a dit, je sais ce que j'ai et je sais comment je vais me soigner, donnez-moi un job. Ah oui, tout Et simplement. si vous voulez, franchement, c'est pour ça que bon, nous, on a été baignés avec le handicap dans nos familles, hein, voilà, et on a fait une chose naturelle, c'est en fait, ce sont des personnes comme les autres, ils ont le droit à apprendre et ils ont le droit à travailler. Ça, c'est non négociable. Et quand je vois qu'on a fermé la moitié des usines françaises où il y avait travail manufacturier, pourquoi? Parce que les jeunes ingénieurs se baladaient avec des chronomètres et regardaient les processus pour transformer les hommes en machines et non pas l'inverse. Alors qu'en fait, c'est incroyable quand vous voyez la richesse de ce que le travail peut apporter quand on utilise tous les sens et comment on peut développer les gens. Et ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Bien sûr, le livre, on vous le diffusera. Mais surtout, on a créé un MIPI Conseil et Formation pour ça. Parce que les entreprises sont démunies. Vous voyez, ils n'ont pas nos savoir-faire scientifiques. C'est très récent. On parle de 95, un prix Nobel en 2000 sur la plasticité du cerveau, c'est Eric Kandel. Donc, on est dans un temps très, très petit par rapport au sujet du handicap. Il faut savoir quand même, il y a un siècle, on peut parler de racisme et tout ce qu'on veut, mais les personnes handicapées étaient des enfants cachés. Cachés, pourquoi? Ouais, même il y a 50 ans. Parce que c'était l'opprobre sur toutes les familles. On se disait, tiens, il y a un problème génétique, il y a un truc comme ça. Et donc, les gens cachaient le handicap. C'est ça la monstruosité, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, avec la science qu'on a, puis alors, il faut aussi dire, on n'est pas aidé, hein. Moi, quand je vois les gens qui tiennent le système, qu'on ne distingue pas le handicap cognitif et le handicap physique, à une époque, vous voyez, où vous avez quand même des lois, la GFIP, c'est pas fait pour les idiots. Nous, chaque fois qu'une entreprise cliente dépasse les 6% de travailleurs handicapés, il ne peut plus acheter nos produits. C'est incroyable. En tout cas, il peut les acheter, mais dans des conditions économiques où il perd 30% de la valeur ajoutée. Et ben, il y a quand même des gens qui sont payés. Moi, je suis bénévole. Il y a des gens qui sont payés et qui ne font pas ces réformes-là. C'est inadmissible, vous voyez, c'est inadmissible. Et je ne veux pas en dire plus parce que c'est un combat qui est passionnant, mais il n'y a aucun angélisme et tous les coups sont permis, hein. Excusez-moi, mais moi, on m'a fermé tellement de portes sur le nez. Enfin, quand on me les fermait sur le nez à moi, on le fermait aussi sur les personnes. On a quand même 770 personnes. Et vous voyez, Madame Denis, tout ce qu'on a à faire pour, Sophie Abattu est avec moi là, pour insérer les gens, c'est phénoménal, je veux dire.
Donc, j'espère qu'on va se voir derrière et puis on vous offrira le livre. Écoutez, avec plaisir. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'au-delà de mon activité, on a quand même un grand partenariat avec les entreprises adaptées et les ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Donc, c'est vrai qu'on fait partie. Alors, on est surtout sur Toulouse, nous, au niveau commercial, Airbus commercial. Et il y a des grands engagements qui ont été signés par nos responsables pour pouvoir faire travailler Vous êtes ces une travailleurs. entreprise leader et puis on devait être ce soir avec Pierre-Olivier Lenormand que vous devez connaître, Yves-Olivier Lenormand que vous devez connaître, qui est sur Nantes, parce que sur Nantes, vous êtes aussi très présente. Alors, Mais c'est pas du tout top, justement, mais c'est Airbus Atlantique, ce côté-là voilà, maintenant. voilà. Bon, on Ah, s'appellera si vous voulez bien. écoutez, avec plaisir. Vous nous piloterez. Alors, on peut peut-être, Clémence et Noah, hein, poursuivre quand même pour répondre aux autres questions, même si partiellement, je pense que chacun vous avait déjà donné quelques éléments. Néanmoins, Clémence, je te laisse la main, ou Noah, si vous Oui. voulez soumettre les autres questions éventuellement. Alors moi, il y a une question que je trouve intéressante, qui est la dernière là, qui a été posée. En quoi l'emploi des personnes handicapées peut-il contribuer à la diversification des talents et à l'innovation au sein de l'industrie? Alors là, je laisse la parole aux personnes qui souhaitent y répondre. Alors, comme je disais un petit peu tout à l'heure, quand on dit l'innovation, c'est pas que côté technique, c'est vraiment la créativité. Et la créativité, en fait, à partir du moment où on a un candidat diversité, nous on l'a beaucoup vu dans les équipes, à partir du moment où le candidat diversité arrive avec sa vision, avec sa manière de faire les choses, il va amener de nouvelles idées. Et comme il amène de nouvelles idées, et ben, ça va amener l'équipe à concevoir d'autres choses, à aller encore plus loin sur sur l'idée que le candidat a mis. Mais en fait, dans toute équipe, ça fonctionne comme ça. Mais nous, on a vraiment vu une différence avec un candidat à diversité qui va dire, mais pourquoi? On avait un candidat, par exemple, avec des troubles autistiques, qui était vraiment dans du concret. Et il me disait tout, enfin, il disait dans cette équipe, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Il y a un chemin plus simple, alors on lui explique pourquoi. Il a démontré qu'il fallait passer par un autre chemin pour avoir le même résultat, pour gagner du temps et faire éventuellement une amélioration sur, alors c'était un peu technique à ce moment-là, mais il fallait faire un autre chemin pour pouvoir amener une autre amélioration technique. Et les autres ont suivi, en fait. Ils lui ont, alors pas fait confiance, c'est pas la question, mais disons qu'ils ont dit oui, c'est vrai, c'est intéressant. Ils n'y avaient pas pensé. Et hop, ils ont fait carrément une innovation sur un système technique qui était à l'origine valable depuis, enfin, qui était suivi depuis presque, pas 20 ans, presque beaucoup, mais une dizaine d'années. Donc, comme quoi l'innovation, c'est le côté technique, mais ça peut être aussi la créativité dans des systèmes, dans la manière de faire, dans plein de choses, en fait. L'innovation, c'est plein de choses, en fait. Je peux ajouter, me permettre d'ajouter quelque chose, juste, euh, selon les types de handicap, il n'y a pas de filtre ou moins de filtre. Donc, on va droit au but, et ça, comme effectivement, Catherine, ce que vous disiez, ça fait gagner du temps. Parce que pour le coup, des fois, il n'y a pas de précaution en poulet pour dire les choses. Donc, au moins, c'est cash. Et puis, j'aime bien toujours prendre l'exemple de la télécommande, hein, parce que la télécommande pour la télé a été inventée pour une personne à mobilité réduite. Parce que plus personne n'imagine utiliser la télé sans télécommande désormais. Mais voilà, il y a plein d'exemples comme ça sur, parce que ça a été créé pour des personnes en situation de handicap, ça a profité à tout le monde. Mais moi, j'aime bien ce qu'a dit Catherine Denis sur, en fait, l'innovation. Et je pense que c'est ça qui va être le grand retournement. Vous voyez, on va avoir l'intelligence artificielle, on va avoir la mécanisation. On l'a déjà, je veux dire, l'automatisation. Et on se pose la question de la place de l'homme. Moi, avec la MIPI, bien sûr, euh, aux entretiens de Valpré. Vous voyez, les entretiens de Valpré, c'est des choses. Il y avait Laurent Berger, il y avait des gens comme Jean-Dominique Sénat, il y a pas mal d'entrepreneurs et surtout, il y a beaucoup la question de l'humanisme, la place de l'homme dans la société. Et je pense que c'est ça la très grande innovation qu'il va avoir. C'est comment, j'aime bien ce que Mme de Souffront aussi a dit, comment des entrepreneurs prennent en main, parce qu'en fait, ça va être ça l'avenir. C'est soit l'entrepreneur parce qu'il faut être entreprendre, il faut entreprendre. Il y a un de nos grands parrains, c'était le professeur Robert Debray, il disait il faut entreprendre. Et il y a rien de plus intéressant que de faire des entreprises autour aussi, bien sûr, de la création de richesses.
mais aussi de la solidarité. Et quand vous voulez, par exemple, aujourd'hui intégrer des jeunes, bah pour nous, c'est beaucoup plus facile de dire, voilà, vous allez avoir un projet, vous allez faire des produits, mais vous allez aussi développer des hommes. Vous imaginez l'intérêt incroyable pour des jeunes ingénieurs de se dire, je vais pouvoir faire les deux choses à la fois. Voyez, j'ai vu l'intérêt aux entretiens de Valpré de ce qu'on racontait, parce que on va pas pouvoir continuer à vivre de cette façon. On voit que c'est l'environnemental, la responsabilité sociale complexe qui est l'enjeu de nos sociétés de demain. Donc forcément, c'est très innovant et forcément, c'est un enjeu. Et je pense que les dirigeants aujourd'hui sont vraiment interpellés par ces questions. On est allé beaucoup trop loin dans voyez, la rentabilité à tout prix, l'entreprise qui est un joyau humain. Eh ben, il va falloir que par ces sujets-là, il n'y a pas que le handicap, hein, l'environnement aussi est un sujet passionnant, mais qu'il faut prendre à bras le corps avec les mêmes exigences que celles du profit. Et pour compléter aussi la réponse à la question, l'année dernière, la NASA avait publié une offre d'emploi d'ingénieurs qui avaient un profil dyslexique parce que justement, ils avaient envie de trouver des profils d'ingénieurs différents parce que quand on est porteur d'un handicap, eh bien, on a l'habitude de compenser et en compensant, on développe d'autres formes d'intelligence. Et la NASA, voilà, donc c'est première, on va dire, grande entreprise qui souhaite effectivement, enfin, et qui a compris que la diversité pouvait être aussi un apport d'innovation et de créativité parce que justement, les contributions étaient différentes. Voilà, on n'était pas sur des profils d'ingénieurs standards qui allaient tous, parce qu'ils étaient formés de la même manière, développer les mêmes solutions. Et je pense que l'innovation, elle passe aussi par le fait d'avoir un regard, une approche, des personnalités différentes. Et je pense que si la NASA, qui est quand même une entreprise qui porte un niveau d'expertise, de technicité aussi forte, fait ce raisonnement, je pense que toutes les entreprises, quelque part, doivent aussi s'en inspirer et penser que voilà, la richesse, elle est finalement dans tous les profils. Mais il faut savoir effectivement comment s'y prendre. Et je pense qu'en tout cas, chacun de vous avait un petit peu cette connaissance. Et j'invite aussi tous ceux qui nous regardent ce soir et qui nous regarderont en replay à vous contacter pour savoir comment voilà, quand on a envie finalement d'explorer ce filon, parce que c'est un filon, il y a des, comment dire, des ressources disponibles. Hein, on est aussi, on l'a rappelé, en période de tension. Donc, c'est important de savoir comment aussi exploiter ce filon parce qu'on relance la réindustrialisation. Et comme l'a dit Laure, il y a plein de tâches qui sont tout à fait à la portée de plein de profils de personnes qui sont en situation de handicap pour peu qu'on mette en place, comme l'a fait Airbus, des pôles d'accompagnement pour pouvoir permettre la meilleure insertion possible. Et finalement, ces personnes-là, elles n'ont envie que de travailler. Voilà, alors je conclurai du coup nos échanges avant de vous remercier par une citation, hein, Jean-Marc, de ce livre qui en regorge de plusieurs tout à fait intéressantes et qui dit ceci, donc nous avons tous une intelligence, une aptitude et un droit au travail. Travailler permet d'exister, d'être quelqu'un, de se développer en intelligence et en aptitude. Travailler vous tient, vous retient, vous soutient, vous maintient. Travailler rend humain. Donc je pense qu'à partir de là, donc on a tout dit. Hein, et ce serait bien effectivement que nous soyons tous au 21e siècle un petit peu plus humains en ne nous regardant pas que le nombril, mais en portant en tout cas attention aussi aux autres qui ne sont pas plus faibles que nous, parce qu'ils nous rendent souvent plus forts aussi. Mais voilà, il faut, je pense, que ces messages soient un petit peu plus diffusés. Et en tout cas, comptez sur nous pour le faire. Donc, je voulais en tout cas vous remercier tous infiniment pour votre participation, vos contributions. Et je sais que, en tout cas, pour ceux et celles qui sont intéressés à vous contacter, en tout cas, moi, je ne manquerai pas de vous envoyer
en tout cas des personnes qui sont en recherche de mode opératoire, de vade-mecum pour savoir comment on emploie des personnes en situation de handicap. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, nos ingénieurs qui sont aussi des futurs ingénieurs, de futurs managers, voilà, ingénieurs, ça c'est sûr, ils le seront, mais en tout cas aussi de futurs managers, vous l'avez tous relevé à plusieurs niveaux, hein, il faut, voilà, des compétences particulières, et c'est pour ces personnes, mais aussi pour tout un collectif, hein, qu'il faut savoir les développer. Donc, c'est bien effectivement que nos ingénieurs soient aussi quelque part sensibilisés à ces questions, puisque demain, c'est eux qui seront à la manœuvre dans les entreprises. Et donc, c'est bien qu'ils puissent savoir déjà comment s'appuyer aussi sur des personnes qui ont ces handicaps. Et comme Laure et Catherine en ont déjà parlé, le handicap, hein, c'est pas que les autres, hein, ça peut être tout le monde. Une personne sur deux peut être, en tout cas statistiquement, peut être un jour ou l'autre, voilà, avoir dans son parcours de vie, eh bien, cette situation. Donc, c'est bien effectivement d'être ouvert déjà avant que ça arrive pour pas penser que c'est un drame. Parfois, effectivement, ça bouleverse des vies, mais ça peut aussi l'enrichir si on pose un regard positif dessus. Voilà. Donc, avant de conclure, eh bien, écoutez, je voulais voilà, vous dire que le replay de cette émission sera disponible dès demain. Voilà, donc tout le monde aura le lien pour pouvoir réécouter et le diffuser. Entre-temps, nous vous donnons rendez-vous avec nos élèves du groupe Osons l'Industrie, les live IMT, à notre prochain live du mois de décembre qui aura lieu le 21 décembre à 18h30. Et là, avec nos élèves ingénieurs et managers, eh bien, on s'intéressera à la 5G industrielle au service de l'industrie du futur. Voilà, et l'industrie du futur, c'est aussi placer l'humain au centre avant les technologies. Voilà, donc merci à toutes et à tous. C'était un plaisir que de vous entendre. Et voilà, et puis en tout cas, on reste en contact parce que je pense qu'il y a des choses en tout cas à faire. En tout cas, à l'IMT, comme Sébastien l'a rappelé, hein, Minales est déjà très fortement engagé. Mais nous avons aussi, nous, à l'IMT, créé un GT diversité l'année dernière où un des axes, eh bien, c'est le handicap. Et j'espère qu'en tout cas, pour l'année 2024, eh bien, on pourra faire des choses ensemble pour mieux donner de la visibilité à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne Au soirée. revoir.